Alors j'ai écouté ce matin une émission sur Dostoïevski, sur France Culture, et on nous dit que Dostoïevski, assez jeune, avait essayé de traduire, avait traduit Eugénie Grandet et le Balzac, et ça renvoie à mes travaux récents encore d'ailleurs, sur ce sujet, à savoir que le russe, par exemple, a probablement été marqué par la domination littéraire du français. Pourquoi? Parce que, d'une part, les gens savaient lire le français, souvent, dans certaines classes, et d'autre part, parce qu'ils voulaient faire traduire les textes de français en russe. Vous savez aussi que, par exemple, Guerre et Paix, il y a des développements en français chez Poutkin. Voilà. Et dans d'autres auteurs également. Mais mon travail consistait surtout à l'anglais. En anglais, j'ai fait un DEA en 81 là-dessus, sur la traduction anglaise d'un traité scientifique, entre guillemets, c'était un traité d'astrologie, enfin, on peut dire que c'est scientifique à une certaine époque, d'astrologie du médecin toulousain Auger Ferrier. Ce traité qui était paru en 1550 chez Jean de Tourne à Lyon, et qui paraîtra en anglais au siècle suivant, comme d'ailleurs d'autres ouvrages que j'ai recensés. Et il ne faut pas sous-estimer en aucune façon le poids de la traduction dans la question des emprunts linguistiques. Je crois que ça n'a pas été suffisamment signalé. C'est-à-dire que lorsque un traducteur doit rendre dans sa propre langue un texte, dans bien des cas, il peut être amené à utiliser le mot d'origine, le mot français. Ce qui explique effectivement la quantité industrielle, j'allais presque dire, de mots français passés en anglais, non pas du fait d'une domination politique ou militaire, comme certains voudraient le faire croire, mais d'une domination littéraire, scientifique, culturelle, qui donc, comme je l'ai dit, passe soit par la lecture directement des textes en français, ce qui nous intéresse moins ici, mais aussi par la traduction qui s'ensuit éventuellement, quand on prend connaissance de textes français, de les traduire en anglais. C'est le cas par exemple de l'astrologue Claude Dariot, que j'ai également étudié et dont j'ai publié l'ouvrage majeur en 1990, chez Pardès, et qui appartient donc aussi, qui est contemporain d'Auger Ferrier, et qui est également traduit dans le cours du XVIIe siècle, et qui aura influencé notamment l'astrologue, le célèbre astrologue anglais, William Lilly, dans sa Christian Astrology, c'est-à-dire dans le domaine de l'astrologie dite horaire, Horror Astrology. Donc voilà, donc effectivement, l'argument que j'ai développé à ce sujet, sur lequel je ne reviens pas beaucoup, mais enfin que je mentionne quand même, c'est le fait que les mots français passés en anglais conservent leur orthographe d'origine. Un cas amusant, c'est le mot que, Q-E-U-E, français, qui reste en anglais sous la même forme écrite. Alors évidemment, il est prononcé différemment, il est prononcé Q, mais peu importe. Le problème du passage de l'écrit à l'oral, c'est un autre problème. Les mots français peuvent très bien être passés dans une autre langue et être traités du point de vue sémantique, du point de vue grammatical, morphologique, différemment. Mais le mot reste là quand même, surtout quand il reste tel quel, au niveau de l'écrit.